En route pour un entretien, une femme de ménage voit une dame âgée tomber au milieu de la rue. Elle décide de l'aider, même en sachant qu'elle risque d'être en retard. Elle perd le poste à quelques minutes près. Mais elle découvre qu'elle a sauvé la mère du propriétaire de l'entreprise. Et tout change. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le réveil sonna à 4h30 du matin, brisant le silence pesant de la petite chambre en banlieue parisienne. Julie ouvrit les yeux lentement, habituée à cet horaire qui ressemblait à une punition quotidienne. La clarté n'envahissait pas encore les fentes de la fenêtre mal isolée et le froid de l'aube francilienne pénétrait par les murs minces du petit appartement délabré où elle vivait avec sa fille de 7 ans, la petite Léa. Elle se leva en silence, prenant soin de ne pas réveiller la petite fille qui dormait paisiblement sur le matelas d'à côté. Elle observa quelques secondes le visage angélique de sa fille, ses cheveux bouclés éparpillés sur l'oreiller usé, la respiration douce et rythmée de celle qui rêve d'un monde meilleur. Cette image était sa force. Tout ce que Julie faisait, chaque sacrifice, chaque humiliation ravalée, chaque nuit écourtée, c'était pour Léa. Pour qu'un jour, la petite ait ce qu'elle n'avait jamais eu, des choix. Elle alla dans la minuscule salle de bain, se lava le visage à l'eau glacée qui coulait faiblement du robinet rouillé, peigna ses longs cheveux sombres en les attachant en un chignon simple et serré. Elle se regarda dans le miroir brisé qui déformait une partie de son reflet et tenta d'y trouver un signe d'espoir. À 32 ans, Julie portait sur son visage les marques d'une vie qui n'avait jamais été généreuse. Des rides prématurées autour de ses yeux marrons, une peau desséchée par le soleil et les produits d'entretien, des mains rugueuses marquées par de petites coupures et des callosités qui racontèrent l'histoire d'un travail incessant. Elle enfila son uniforme bleu marine de femme de ménage, le même qu'elle portait depuis 3 ans dans une entreprise de nettoyage sous-traitante. Le tissu était usé, décoloré par endroits, mais il était propre et bien repassé. Julie y tenait énormément. Même sans presque rien posséder, elle préservait sa dignité à travers les détails. Elle chaussa ses baskets blanches usées, prit son sac en tissu rapiécé et franchit la porte en bois qui grinçait, la verrouillant avec soin. La rue dormait encore lorsqu'elle commença à marcher vers l'arrêt de bus. Quelques chiens errants fouillaient des sacs poubelles sur le trottoir. Les réverbères clignotaient irrégulièrement, et l'odeur des égouts mélangée à l'arôme du café provenant d'une fenêtre formait le parfum caractéristique de cette communauté oubliée des cartes officielles de la métropole. Julie connaissait chaque ruelle, chaque trou dans l'asphalte, chaque coin dangereux. C'était son monde, sa prison invisible, l'endroit d'où elle tentait de s'échapper depuis des années sans jamais y parvenir. Le bus arriva bondé, comme toujours. Elle entra en se faufilant entre des corps fatigués qui sentèrent le savon bon marché et la sueur ancienne. Elle se tint à la barre de fer durant tout le trajet d'1h40 jusqu'à arriver dans le quartier chic où elle travaillait. Elle observa par la fenêtre la ville se transformer graduellement. Les logements précaires laissaient place aux immeubles haussmanniens, les rues cabossées devenaient de larges avenues, l'obscurité cédait la place aux vitrines illuminées. 2 mondes séparés par des kilomètres d'inégalités silencieuses. Elle descendit à son arrêt habituel et marcha 3 pâtés de maison jusqu'à l'immeuble commercial où elle officiait depuis que son entreprise l'y avait affectée. Elle entra par la porte de service, salua le vigile de nuit d'un signe de tête discret, prit le monte-charge et monta jusqu'au 12e étage. Là commencerait une autre journée de travail invisible, à nettoyer des toilettes, vider des corbeilles à papier, épousseter des bureaux et des ordinateurs, effaçant les traces de la présence de personnes qui ne la regardaient jamais. Les heures s'étiraient, tandis que Julie frottait, balayait, passait la serpillière. Ses pensées, pourtant, n'étaient pas là. Elles étaient fixées sur l'entretien d'embauche prévu pour l'après-midi même. Enfin, après des mois à envoyer des CV, elle avait reçu une réponse. Une entreprise de taille moyenne cherchait quelqu'un pour le secteur administratif, un poste d'auxiliaire, rien de grandiose, mais cela représentait un changement radical. Un salaire fixe, un contrat stable, des horaires de bureau. Plus que cela, la chance d'être vue comme un être humain et non comme une main-d'œuvre jetable. Elle avait gardé le secret sur cet entretien. Elle n'en avait parlé à personne, de peur que cela ne lui porte la poisse. Elle avait demandé à être libérée de son service de l'après-midi,
en inventant un rendez-vous médical urgent. Et son superviseur avait accepté sans poser de questions. Pour lui, Julie n'était qu'un numéro de plus sur un tableau Excel. En terminant son service du matin, elle se rendit au vestiaire exigu. Elle troqua son uniforme contre une tenue simple mais présentable, un pantalon noir, un chemisier blanc à manches longues et des ballerines noires qu'elle avait achetées en solde des mois auparavant. Elle détacha ses cheveux, appliqua un rouge à lèvres discret, prit une grande inspiration en regardant le miroir. « Tu peux le faire, Julie. Tu mérites ça. » Elle sortit de l'immeuble à 11h30 du matin. L'entretien était prévu à 14h dans un quartier éloigné, à La Défense. Elle devait prendre 2 bus, puis le RER, et marcher encore un bon moment. Elle avait tout calculé dans les moindres détails, incluant le temps d'attente et les imprévus possibles. Elle partait avec de l'avance. Elle ne pouvait pas être en retard. C'était son unique chance. La chaleur était étouffante en cet après-midi de juin. Le soleil de l'été parisien frappait l'asphalte. Julie sentit la sueur couler dans son dos en attendant son premier transport. Elle serrait contre sa poitrine une pochette simple contenant ses documents, des certificats de cours en ligne gratuits qu'elle avait suivis la nuit et des lettres de recommandation des endroits où elle avait travaillé. Le bus arriva, elle monta, paya son trajet en comptant ses pièces et s'assit près de la fenêtre. Tandis que le véhicule avançait dans le trafic congestionné, elle répétait mentalement ses réponses aux questions probables de l'entretien. Quels sont vos points forts? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Elle connaissait les réponses par cœur à force de regarder des vidéos sur son vieux téléphone portable d'occasion. Son cœur s'accélérait chaque fois qu'elle pensait à la possibilité réelle d'être embauchée. Elle imaginait la réaction de Léa, pouvoir inscrire la petite dans une meilleure école, lui acheter des baskets neuves, peut-être même louer un meilleur appartement. Elle s'imaginait avoir un avenir. Elle descendit au point de correspondance, prit son second transport, et 20 minutes plus tard, elle était dans le quartier de l'entreprise. Elle vérifia l'adresse sur le papier, consulta sa montre, 13h15. Elle était dans les temps. Elle avait de la marge. Elle marcha le long de l'avenue animée, observa les gens entrer et sortir des établissements, des femmes bien habillées portant des sacs de luxe, des hommes en costume parlant au téléphone. Ce monde semblait si loin du sien, mais il était si proche maintenant. Quelques pas seulement séparaient de Julie d'une transformation qu'elle poursuivait depuis des années. L'avenue était large, divisée par un terre-plein central arboré. Le feu pour piétons était rouge lorsqu'elle arriva au coin de la rue. Elle attendit patiemment. Elle regarda de l'autre côté de la rue, identifia l'immeuble de l'entretien. Un édifice commercial de 8 étages avec une façade en verre miroir. Il paraissait solide, fiable, prometteur. Le feu passa au vert pour les piétons. Julie fit le premier pas sur le passage clouté, sentant l'adrénaline monter. Cela arrivait. Enfin, cela arrivait. Encore quelques pas et elle serait de l'autre côté, elle entrerait dans l'immeuble, répondrait aux questions, démontrerait sa valeur. C'est alors que quelque chose d'inattendu interrompit brutalement ce moment. À sa droite, une dame âgée trébucha violemment au milieu du passage piéton. Son corps frêle s'écrasa sur l'asphalte brûlant avec un bruit sourd qui fit instantanément tourner la tête de Julie. La femme était à genoux, tentant de s'appuyer sur ses mains tremblantes, mais sans parvenir à se relever. Sa robe fleurie était souillée de poussière. L'une de ses sandales avait quitté son pied, et ses cheveux gris retombaient en désordre sur son visage en sueur et effrayé. Julie s'arrêta immédiatement. Elle regarda autour d'elle. Des dizaines de personnes continuaient de traverser l'avenue, contournant la dame tombée comme si elle n'était qu'un obstacle gênant. Certains lançaient des regards rapides de pitié ou d'agacement, mais poursuivaient leur route sans ralentir. Personne ne s'arrêtait. Personne n'offrait d'aide. La ville restait indifférente, pressée, égoïste. Le feu commença à clignoter, indiquant qu'il allait bientôt passer au rouge. Les voitures klaxonnaient, impatientes d'avancer. La vieille dame tentait désespérément de se relever, mais son corps ne lui obéissait pas, ses jambes tremblaient, son équilibre faillait à chaque tentative frustrée. Julie sentit le poids de la montre à son poignet. 13h23. Elle devait traverser maintenant. Elle devait courir. Elle devait arriver à l'entretien. Sa vie entière dépendait de ce moment. Tout son effort, toute sa souffrance, toutes ses nuits de veille,
Tout convergeait vers cet après-midi. Elle ne pouvait pas perdre. Elle ne pouvait pas être en retard. Elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. Mais ses pieds ne bougèrent pas vers l'avant. Ils bougèrent sur le côté. En une fraction de seconde, sans réfléchir, sans calculer, en suivant simplement son instinct, Julie s'approcha de la dame au sol et s'agenouilla à ses côtés sur l'asphalte chaud de l'avenue. Elle lui tint le bras avec délicatesse, sentant la peau fine et ridée, les os fragiles sous ses doigts. La dame la regarda avec des yeux bleus embrumés, effrayés, reconnaissants. Elle tenta de dire quelque chose, mais les mots sortirent brouillés, confus. Julie comprit qu'elle était très faible, désorientée et faisant peut-être un malaise. Ce n'était pas un simple faux pas, c'était quelque chose de plus sérieux. Le feu passa au rouge. Les voitures avancèrent en klaxonnant. Julie et la vieille dame étaient maintenant au milieu de l'avenue, sur le petit îlot de sécurité du terre-plein central. Quelques personnes regardèrent de loin, mais personne ne s'arrêta pour aider. La solitude de ces deux corps-là, entourés de centaines de personnes pressées, était effrayante. « Ma fille, » chuchota la dame d'une voix faible, « je vous demande pardon. Je n'y arrive pas. J'ai la tête qui tourne. Je n'ai rien mangé depuis hier soir. Je crois que je me suis évanouie un peu. S'il vous plaît, pardonnez-moi de vous déranger. » Julie sentit son cœur se serrer. Cette femme s'excusait d'avoir besoin d'aide, comme si exister était un dérangement. « Vous ne dérangez rien du tout, madame, » répondit Julie avec fermeté, en serrant son bras plus fort. « Je vais vous aider. Restez tranquille. Nous allons sortir d'ici et je vais m'occuper de vous. Vous pouvez me faire confiance. » À cet instant, Julie savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait le prix qu'elle paierait. Elle savait que chaque seconde passée ici était un clou de plus dans le cercueil de sa chance d'emploi. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Ce n'était pas un choix héroïque ou calculé. C'était simplement impossible d'ignorer cette fragilité devant elle. C'était impossible d'être comme les autres qui passaient tout droit. Son humanité ne le lui permettait pas. Elle aida la dame à se relever doucement, soutenant presque tout le poids de son corps frêle. Elle attendit que le feu repasse au vert et traversa avec elle jusqu'au trottoir, cherchant un endroit où s'asseoir. Elle trouva un banc public quelques mètres plus loin, sous l'ombre insuffisante d'un arbre. Elle y conduisit la dame, l'aida à s'asseoir et se plaça devant elle pour bloquer le soleil avec son propre corps. Elle ouvrit son sac, en tira une bouteille d'eau qu'elle avait apportée, l'offrit à la dame qui but par petites gorgées tremblantes. Julie essuya la sueur de son visage avec un mouchoir en papier, arrangea ses cheveux avec soin, parla d'un ton calme pour tenter d'apaiser sa respiration irrégulière. « Comment vous appelez-vous »« Geneviève », répondit la vieille dame d'une voix larmoyante. « Madame Geneviève, j'habite tout près, mais je suis sortie pour régler des affaires, et je crois que le soleil m'a eu. Cela fait longtemps que je ne m'alimente plus correctement. Je n'ai plus d'appétit. Mon fils me dit sans cesse que je dois mieux prendre soin de moi, mais je suis têtue. Et maintenant, regardez ce qui est arrivé. Quelle honte! Il n'y a aucune honte, Madame Geneviève. Vous faites un malaise et vous aviez besoin d'aide. Vous avez bien fait de me laisser vous aider. Maintenant, respirez doucement, calmez-vous. Y a-t-il quelqu'un que je puisse appeler? J'ai le numéro de mon fils, mais il doit être au travail. Je ne veux pas le déranger. Vous ne dérangerez personne. Donnez-moi son numéro, je l'appelle. Madame Geneviève dicta le numéro avec difficulté, tentant de se souvenir de chaque chiffre. Julie prit son vieux téléphone, mais avant de composer, elle vérifia l'heure sur l'écran. 13h42. Son estomac se noua. L'entretien était à 14h. Elle avait encore 18 minutes, mais elle était loin de l'immeuble. Elle devait s'assurer que la dame allait bien. Elle devait attendre que quelqu'un arrive. Le choix était déjà fait. Il n'y avait pas de retour. En arrière possible. Julie composa le numéro. Ça sonna 3 fois avant que quelqu'un ne réponde. « Allô ?» La voix à l'autre bout était masculine, grave, impatiente, occupée. « Bonjour, monsieur. Désolé de vous déranger. Je m'appelle Julie. Je suis ici avec votre mère, Madame Geneviève. Elle a fait un malaise dans la rue et je l'ai aidée. Tout est sous contrôle maintenant, mais je pense qu'il est important que vous veniez la chercher ou au moins que vous sachiez ce qui s'est passé. » Il y eut une pause à l'autre bout, puis la voix revint plus tendue. « Ma mère, que s'est-il passé? Est-ce qu'elle va bien? Où êtes-vous »
Julie expliqua la situation rapidement, donna la localisation exacte, le rassura en disant que Madame Geneviève était assise, buvait de l'eau et récupérait. L'homme la remercia nerveusement, dit qu'il quittait immédiatement son travail et qu'il serait là dans 20 minutes. Pendant qu'elle attendait, Julie resta aux côtés de la dame, discutant à voix basse, lui tenant compagnie, s'assurant qu'elle ne reste pas seule. Madame Geneviève racontait des histoires de sa vie, de ses petits-enfants qui vivaient loin, de son mari parti il y avait tant d'années que cela semblait parfois un rêve lointain. Elle parlait avec la gratitude de celle qui est rarement écoutée. Le temps passait. 14 heures. 14h05. 14h10. Julie savait que l'entretien se déroulait en ce moment même sans elle. Elle savait que quelqu'un d'autre était assis sur cette chaise qui aurait dû être la sienne. Elle savait que sa chance s'écoulait comme du sable entre ses doigts. Mais elle restait là, ferme, présente, prenant soin de cette femme qui était une parfaite inconnue mais qui, à cet instant, avait besoin d'elle plus que de n'importe quoi d'autre. Finalement, à 14h15, une voiture noire se gara brusquement devant le banc. Un homme grand, d'environ 40 ans, vêtu d'un costume gris et d'une cravate bleue, descendit précipitamment. Son visage montrait de l'inquiétude, du soulagement et de la gratitude à la fois lorsqu'il vit sa mère assise, bien portante, accompagnée. « Maman ?» L'homme s'agenouilla devant Madame Geneviève, lui tenant les mains avec délicatesse. « Est-ce que tu vas bien ? Je suis désolé, j'aurais dû insister davantage pour que tu ne sortes pas seule avec cette chaleur. Pardonne-moi. » Madame Geneviève sourit faiblement, touchant le visage de son fils avec tendresse. « Je vais bien maintenant, Étienne. Grâce à cette jeune femme ici qui a été un ange dans ma vie aujourd'hui. Tout le monde est passé devant moi, mon fils. Je suis tombé au milieu de la rue et les gens m'ont ignoré comme si j'étais invisible. Mais elle s'est arrêtée. Elle a pris soin de moi quand personne d'autre ne voulait savoir. » Étienne se leva et se tourna vers Julie. Ses yeux étaient sombres, intenses, fatigués, mais en même temps vifs. Il la regarda comme s'il essayait de déchiffrer qui était cette femme qui avait fait ce que des centaines d'autres personnes avaient refusé de faire. « Je ne sais comment vous remercier, » dit-il d'une voix étranglée. « Vous avez sauvé ma mère, littéralement sauvée. Si elle était restée là seule, évanouie au soleil, cela aurait pu être bien pire. Comment puis-je vous rendre l'appareil? Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. »« Julie, » répondit-elle simplement, « et il n'y a rien à rendre. J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Votre mère avait besoin d'aide. »« Mais ce n'est pas n'importe qui a aidé, » insista Étienne. « C'est vous, et je ne l'oublierai jamais. S'il vous plaît, donnez-moi votre téléphone, un contact. Je veux pouvoir vous remercier vraiment. » Julie hésita. Une partie d'elle voulait refuser, partir de là, courir jusqu'à l'immeuble de l'entretien même en sachant qu'il était déjà trop tard. Mais quelque chose dans la sincérité de cet homme la fit acquiescer. Elle dicta son numéro de portable qu'Étienne nota rapidement sur son propre appareil. Il aida sa mère à se lever avec un soin extrême, soutint son corps frêle, la guida jusqu'à la voiture. Avant d'entrer, Madame Geneviève se tourna une fois de plus vers Julie. « Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse toujours. Tu as un cœur dont le monde a besoin. » Julie fit simplement un signe, sentant un nœud dans sa gorge. Elle regarda la voiture partir, emportant cette dame qui, pendant quelques minutes, avait été sa responsabilité, son but, son choix. Lorsque le véhicule disparut dans la circulation, la réalité retomba sur elle comme un poids écrasant. Elle regarda sa montre. 14h27. L'entretien était déjà terminé. Sa chance s'était envolée. Malgré tout, elle marcha jusqu'à l'immeuble avec un espoir timide, presque naïf. Elle entra dans le hall d'accueil, se présenta à la réceptionniste, une jeune femme à l'expression indifférente. « Je venais pour l'entretien d'auxiliaire administratif », dit Julie d'une voix basse. La réceptionniste vérifia quelque chose sur l'ordinateur, puis la regarda avec une expression mêlant pitié et agacement. « Les entretiens sont déjà terminés. L'horaire était jusqu'à 14 heures. Vous êtes en retard. »« Je sais, mais il y a eu une urgence. Une dame a fait un malaise et j'ai dû l'aider. Est-il possible de reprogrammer ou de parler aux responsables ? » « Ce n'est pas possible. Les décisions ont déjà été prises. Les postes ont été pourvus. Je suis désolé. » La froideur de ces mots la frappa de plein fouet.
Julie sentit ses jambes trembler, l'air manqué dans ses poumons. Le monde tournait légèrement. Elle s'agrippa au bord du comptoir de la réception pour ne pas s'effondrer la même. Elle ne pleura pas. Elle avait appris tôt que les larmes n'émeuvent pas le monde. « Très bien, merci quand même. » Elle sortit de l'immeuble comme un fantôme. Elle marcha sans but dans les rues, perdue dans des pensées oscillantes entre regret, acceptation, douleur et une étrange paix. Avait-elle fait la bonne chose? Cela valait-il la peine de sacrifier son avenir pour une inconnue? Elle ne savait que répondre. Elle savait seulement qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Son essence ne lui permettait pas de tourner le dos à quelqu'un dans le besoin. Elle prit le bus du retour le cœur lourd. La ville défilait par la fenêtre comme un film sans son. Elle arriva dans sa cité, alors que le soleil commençait à descendre, teintant le ciel d'orange et de rose. Elle trouva Léa, jouant dans la rue avec d'autres enfants, sale de terre, heureuse, innocente. « Maman, tu as eu le travail ?» La petite courut pour l'embrasser. Julie sourit de force, passa sa main dans les cheveux de sa fille. « Ça n'a pas marché cette fois, ma puce, mais ça marchera la prochaine fois. » Léa parut déçue une seconde, mais retrouva vite son sourire. « C'est pas grave, maman, tu es la meilleure du monde. » Ces mots firent plus mal que n'importe quel rejet. Julie serra sa fille avec force, sentant le poids de la responsabilité. Cette nuit-là, après que Léa se fut endormie, elle resta assise sur le sol froid de l'appartement, regardant le plafond fissuré, remettant ses choix en question. Elle ne savait pas que ce n'était que le premier acte d'une histoire qui était loin d'être terminée. Les jours qui suivirent furent plus durs que Julie ne l'avait imaginé. La douleur de l'opportunité perdue ne diminuait pas. Au contraire, elle grandissait chaque matin quand le réveil sonnait à 4h30 et qu'elle devait se lever pour une autre journée de travail invisible. L'uniforme bleu marine semblait peser plus lourd, le trajet en bus semblait plus long, les heures à nettoyer les toilettes et les couloirs semblaient interminables. Tout avait un goût amer de défaite. Elle ne raconta à personne ce qui s'était passé cet après-midi-là. Elle garda l'histoire comme un secret douloureux, une cicatrice invisible qu'elle seule pouvait ressentir. Les autres femmes de ménage se plaignaient du travail, du salaire en retard, des superviseurs grossiers, et Julie acquiesçait simplement en silence, feignant que sa vie n'avait pas failli changer avant de s'écrouler complètement. Le soir, quand Léa dormait, Julie s'asseyait de nouveau sur le sol froid et regardait son vieux téléphone, pensant à recommencer à envoyer des CV, mais la motivation ne venait tout simplement pas. Elle se sentait vaincue d'une manière différente, comme si l'univers lui avait montré clairement que peu importaient ses efforts, les gens comme elle n'étaient pas faits pour avoir de meilleurs choix. 3 jours s'écoulèrent depuis l'entretien perdu. 3 jours de routine mécanique, de pensées circulaires et d'une tristesse muette que Julie portait comme un poids invisible. Le matin du 4e jour, alors qu'elle nettoyait les toilettes du 12e étage, son téléphone sonna dans son sac qu'elle avait laissé sur le chariot de nettoyage. Le son la surprit. Personne ne l'appelait, sauf l'école de Léa en cas de problème, ou l'entreprise de nettoyage elle-même pour changer ses horaires sans préavis. Elle retira ses gants en caoutchouc, essuya ses mains humides sur son uniforme et prit l'appareil. Le numéro était inconnu. Elle hésita une seconde avant de répondre, pensant qu'il s'agissait d'une arnaque ou d'un appel automatique de télémarketing. « Allô? Julie ?» La voix à l'autre bout était masculine, grave, polie. Cette voix qu'elle reconnut immédiatement, même ne l'ayant entendue qu'une fois, quelques jours auparavant, lors d'un après-midi qui avait tout changé. « Oui, c'est moi », répondit-elle, sentant son cœur s'accélérer sans en comprendre la raison. « C'est Étienne. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière quand vous avez aidé ma mère, Madame Geneviève. Vous vous souvenez de moi? Comment pourrais-je oublier? Bien sûr que je me souviens. Comment va votre mère? S'est-elle bien remise? Elle va très bien, grâce à vous. Écoutez, je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai besoin de vous parler personnellement. Il y a quelque chose de très important dont je veux discuter. Pourriez-vous me rencontrer aujourd'hui après votre travail? » Julie resta silencieuse quelques secondes, tentant de traiter cette demande inattendue. Une partie d'elle se méfiait. Personne n'appelait les gens comme elle avec des propositions importantes. Mais il y avait quelque chose dans la sincérité de cette voix qui lui fit croire que ce n'était ni une arnaque ni une plaisanterie. « C'est possible, oui. Je termine à 15h. Où serait-ce ?» Étienne suggéra une brasserie dans le centre,
un endroit où Julie n'était jamais entrée mais devant lequel elle était passée des dizaines de fois. Ils tombèrent d'accord sur l'heure. Il la remercia et raccrocha. Julie resta immobile dans le couloir de l'immeuble commercial, tenant son téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Une sensation étrange mêlant peur et attente, comme si quelque chose était sur le point de changer, sans qu'elle sache si ce serait pour le mieux ou pour le pire. Le reste de la journée passa au ralenti. Julie nettoya les étages, l'esprit ailleurs, répétant mentalement ce qu'elle dirait lors de la rencontre, imaginant ce qu'Étienne pourrait vouloir. Peut-être simplement la remercier personnellement de manière plus élaborée. Peut-être lui offrir de l'argent en récompense, ce qu'elle refuserait poliment car elle n'avait pas fait cela par intérêt. Ou peut-être était-ce quelque chose de complètement différent que son imagination n'arrivait pas à atteindre. À 15 heures pile, elle changea son uniforme pour sa tenue simple, arrangea ses cheveux, mit son rouge à lèvres discret et sortit de l'immeuble le cœur battant à tout rompre. Elle prit le métro jusqu'au centre, marcha dans les rues animées jusqu'à trouver la brasserie qu'Étienne avait indiquée. C'était un endroit petit mais élégant, avec des tables en bois, des chaises confortables, une odeur de café fraîchement moulu et un éclairage tamisé qui créait une atmosphère accueillante. Julie se sentit déplacée dès qu'elle entra. Elle identifia Étienne assis à une table au fond près de la fenêtre. Il portait une chemise de ville bleu clair sans cravate, avait une posture droite, confiante, mais son visage portait une expression gentille qui atténuait toute intimidation que sa présence aurait pu causer. Quand il vit Julie, il se leva immédiatement et lui fit signe, souriant de manière authentique. « Julie, c'est bien que vous soyez venue. Asseyez-vous, je vous en prie. Voulez-vous commander quelque chose? Un café, un jus, une pâtisserie? Faites comme chez vous. » Elle demanda seulement un café noir, simple, le moins cher de la carte. Étienne insista pour qu'elle commande aussi quelque chose à manger, mais Julie refusa poliment, se sentant gênée par cette générosité excessive. Quand le café arriva, elle tint la tasse à 2 mains, attendant qu'il commence à parler. Étienne prit une grande inspiration, comme s'il organisait ses pensées avant de commencer. Il regarda directement Julie de ses yeux sombres et intenses et commença à parler avec un sérieux qui la prit au dépourvu. « Julie, je vous ai appelé ici parce que je dois vous dire quelque chose. Depuis ce jour-là, ma mère ne cesse de parler de vous. Elle le raconte, à tout le monde, répète l'histoire des dizaines de fois, pleure quand elle se souvient du moment où vous vous êtes arrêté pour l'aider, alors que tout le monde passait tout droit. Pour elle, vous avez été un ange. Et vous savez quoi? Je suis tout à fait d'accord. » Julie baissa les yeux, embarrassée. « Je n'ai fait que ce que n'importe quelle personne décente ferait. » « Mais ce n'est pas n'importe qui l'a fait, » insista Étienne avec fermeté. Il y avait des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui sont passées devant elle sans s'arrêter. Vous avez été la seule. Et le plus incroyable, c'est que ma mère m'a dit que vous étiez clairement pressée, que vous sembliez vous rendre dans un endroit important. Est-ce vrai? Julie hésita. La vérité faisait trop mal pour être dite à voix haute, mais quelque chose dans la façon dont Étienne la regardait, avec un respect authentique et une curiosité sincère, fit que les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Je me rendais à un entretien d'embauche, un poste qui aurait pu changer ma vie entière. Je suis arrivé en retard à cause de ce qui s'est passé et j'ai perdu l'opportunité. Les postes avaient déjà été pourvus quand je suis arrivé. Le silence qui suivit fut pesant. Étienne ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait le poids de cette information. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son regard, un mélange d'admiration, de tristesse et de détermination. « Vous avez sacrifié votre chance de changer de vie pour aider une inconnue, » dit-il tout bas, presque pour lui-même. « C'est quelque chose que je n'ai jamais vu en toutes mes années de travail avec les gens. Et pourtant, j'en vois beaucoup. Je suis directeur des ressources humaines d'une entreprise de taille moyenne ici à Paris. Je fais des entretiens, j'embauche des employés, j'évalue des candidats tout le temps. Je sais reconnaître le talent technique, l'expérience, la formation académique. Mais le caractère, c'est rare, très rare. » Julie ne savait que dire. Elle tenait simplement sa tasse de café, sentant la chaleur contre ses mains rugueuses. Étienne continua, avec plus d'intensité dans la voix. « J'ai passé les derniers jours à y penser. Ma mère a 82 ans, Julie. Elle a élevé 3 enfants seule après que mon père nous a quittés.
Elle a travaillé toute sa vie comme couturière, se levait à l'aube, cousait jusqu'à point d'heure, a supporté les humiliations, le manque de respect, les salaires en retard. Je connais bien cette histoire de lutte car je l'ai vécue à ses côtés. Aujourd'hui, elle est à la retraite, elle vit avec moi, et je pensais pouvoir enfin m'occuper d'elle correctement, m'assurer qu'elle ne connaisse plus jamais de difficultés. Mais je ne peux pas contrôler le monde extérieur. Je ne peux pas garantir que les gens la traiteront avec dignité quand elle sort seule dans la rue. Il fit une pause, respira profondément, puis continua. Quand j'ai su ce qui s'était passé, qu'elle était tombée au milieu de l'avenue et que des dizaines de personnes l'avaient simplement ignorée, j'ai ressenti une colère profonde, une révolte contre cette ville, contre ce monde qui apprend aux gens à être froids, égoïstes, indifférents à la souffrance d'autrui. Mais en même temps, vous m'avez donné de l'espoir, parce que vous existez, parce qu'au milieu de toute cette froideur, il y a encore des gens comme vous. Julie sentit ses yeux se mouiller, mais elle ne laissa pas les larmes couler. Elle ne savait pas gérer les compliments. Elle n'était pas habituée à être vue de cette façon. Étienne se pencha en avant, appuyant ses bras sur la table, la regardant droit dans les yeux. « Je veux vous faire une proposition. Je veux vous offrir un emploi dans mon entreprise. » Le cœur de Julie s'arrêta une seconde. Elle n'avait pas pu bien entendre. Elle cligna des yeux plusieurs fois, tentant de traiter ces mots qui semblaient trop impossibles pour être réels. « Comment ça ?» réussit-elle à demander d'une voix tremblante. « Un emploi » répéta Étienne, avec clarté. « Un poste dans le secteur administratif, en CDI, salaire fixe, avantages complets, horaire de bureau. Vous commenceriez comme auxiliaire, mais vous auriez une formation, des possibilités d'évolution, un vrai plan de carrière. Ce n'est pas de la charité, Julie. Je ne vous offre pas cela par pitié. Je vous l'offre parce que je crois que les personnes ayant votre caractère sont exactement le type de professionnel que n'importe quelle entreprise devrait vouloir avoir. » Julie ne put retenir les larmes qui commencèrent à couler sur son visage. Elle porta ses mains à son visage, tentant de se cacher, mais c'était impossible. Était-ce réel, ou n'était-ce qu'un rêve cruel qui la ferait se réveiller sur le sol froid de son appartement, de retour à la réalité dure et implacable? Étienne poussa une serviette en papier sur la table, attendant patiemment qu'elle se reprenne. Quand Julie réussit enfin à parler, sa voix était étranglée, brisée. « Je ne sais que dire. Je ne sais pas si je mérite cela. Je n'ai pas de formation universitaire, je n'ai pas d'expérience de bureau, je ne sais pas si je vais y arriver. »« Vous apprendrez, dit Étienne avec conviction. J'ai déjà interviewé des centaines de personnes, Julie, des gens avec des diplômes impressionnants, des CV impeccables, des réponses apprises par cœur. Mais vous savez ce que j'ai réalisé? La technique, ça s'enseigne. La compétence, ça se développe. Mais le caractère ne s'enseigne pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et vous, vous l'avez. Cela est devenu clair cet après-midi-là, quand vous avez choisi d'aider ma mère même en sachant le prix que vous paieriez. » Julie essuya ses larmes avec la serviette, respira profondément pour tenter de se calmer. Elle n'arrivait pas encore à y croire complètement, mais quelque chose en elle commençait à s'éveiller, une étincelle d'espoir qu'elle pensait avoir éteinte pour de bon. « Quand pourrais-je commencer ?» demanda-t-elle, sa voix encore tremblante mais chargée d'une détermination qu'elle n'avait plus ressentie depuis des jours. « Lundi prochain, si vous acceptez. Je vais vous donner tous les détails, l'adresse de l'entreprise, l'horaire, tout ce que vous devez savoir. Et tenez, il y a encore une chose. » Étienne sortit une enveloppe blanche de la poche intérieure de sa chemise et la posa sur la table. « Ma mère a insisté pour que je vous remette ceci. Ce sont quelques vêtements de bureau qu'elle a achetés pour vous, car elle a dit qu'une femme travailleuse comme vous mérite de commencer son nouvel emploi avec des vêtements appropriés. Ne refusez pas, s'il vous plaît. Pour elle, c'est très important. » Julie regarda l'enveloppe comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux au monde. Elle la prit de ses mains tremblantes, sentant le poids léger du papier, mais le poids immense de la signification derrière ce geste. Quelqu'un avait pensé à elle, quelqu'un s'était soucié d'elle. Après une vie entière à être invisible, elle était enfin vue. « Je ne sais comment vous remercier, dit-elle d'une voix larmoyante. Vous ne me connaissez même pas vraiment, et vous faites tout cela. »« Nous en connaissons assez, » répondit Étienne en souriant. « Et soyez certaine d'une chose, vous ne nous décevrez pas. J'en ai l'absolue certitude. » Ils discutèrent encore quelques minutes des détails pratiques. Étienne expliqua la routine de l'entreprise,
le type de travail que Julie ferait initialement, les personnes avec qui elle travaillerait, le salaire qu'elle recevrait. Chaque mot semblait être une brique construisant un pont entre l'abîme où elle se trouvait et l'avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver véritablement. Quand ils se dirent enfin au revoir à la porte de la brasserie, Étienne serra la main de Julie avec fermeté et la regarda droit dans les yeux. « On se voit lundi, Julie. Bienvenue dans l'équipe. » Elle sortit de là comme sur un nuage. Elle marcha dans les rues du centre sans sentir le poids sur ses pieds, sans noter la chaleur, sans percevoir le chaos autour. Elle entra dans le métro bondé en souriant, une expression si inhabituelle sur son visage que certaines personnes la regardèrent avec curiosité. Elle arriva dans sa cité alors que le soleil commençait déjà à se coucher, teintant le ciel de tons orangés qui ne lui avaient jamais paru aussi beaux. Léa dessinait assise sur le pas de la porte quand elle vit sa mère arriver. Elle se leva en courant, serra ses jambes avec force. « Maman, tu es différente aujourd'hui, pourquoi ?» Julie s'agenouilla, se mit à la hauteur de sa fille, lui tint le visage à 2 mains. « J'ai une très bonne nouvelle à te donner, ma puce. Ta maman a trouvé un nouveau travail. Un vrai travail. Avec un contrat, un salaire tous les mois. Notre vie va s'améliorer, Léa, je te promets qu'elle va s'améliorer. » La petite ne comprit pas tout à fait la signification de ces mots, mais elle sentit l'émotion dans la voix de sa mère et sourit en retour, l'embrassant de toute la force que ses petits bras maigres permettaient. Cette nuit-là, Julie ne dormit pas. Elle resta éveillée à regarder le plafond fissuré, mais cette fois, non pas avec tristesse, mais avec une attente anxieuse. Elle repensa à tout ce qui s'était passé ces derniers jours, l'entretien perdu qui avait semblé être la fin de tout, le geste d'aider Madame Geneviève qui avait semblé être un sacrifice inutile, et maintenant, ce retournement inattendu qui transformait cette douleur en rédemption. Le monde récompensait-il vraiment la bonté? Ou n'était-ce qu'une exception rare, un miracle improbable qui ne se répéterait pas? Elle ne savait que répondre. Elle savait seulement qu'elle devait saisir cette chance de toutes ses forces, prouver qu'Étienne n'avait pas eu tort de lui faire confiance, montrer que les gens comme elle méritaient des opportunités, autant que n'importe quelle autre personne, avec des diplômes et des noms de famille importants. Le petit Satinsem. Dimanche se passa dans une préparation fébrile. Julie lava et repassa les vêtements que Madame Geneviève lui avait achetés. C'étaient des pièces simples mais jolies, adaptées à un environnement de bureau, bien meilleur que tout ce qu'elle possédait. Elle essaya chacune d'elles, se regarda dans le miroir brisé en essayant de se reconnaître dans cette image différente. Elle n'était plus seulement une femme de ménage invisible. Elle était une femme sur le point d'avoir une chance réelle de construire quelque chose de mieux. Le lundi, elle se réveilla encore plus tôt que d'habitude. Elle se prépara avec un soin extrême, attacha ses cheveux en un chignon élégant, enfila l'une de ses tenues neuves, chaussa des chaussures plates qu'elle avait achetées dans une friperie voisine. Elle fit un long baiser d'adieu à Léa, la laissa aux soins de la voisine qui l'aidait toujours, et sortit de chez elle le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Le trajet jusqu'à l'entreprise sembla interminable et en même temps trop rapide. Quand elle arriva enfin devant l'immeuble, un édifice commercial de 12 étages avec une façade moderne dans le quartier de la Défense, Julie s'arrêta un instant, observant simplement. Là se trouvait sa nouvelle vie. Là se trouvait la porte qui s'ouvrait quand toutes les autres semblaient s'être fermées. Elle entra dans le hall, s'identifia à la réception, reçut un badge provisoire de visiteur et fut orientée vers le 8e étage. L'ascenseur montait doucement. Chaque étage franchi augmentait son anxiété. Quand les portes s'ouvrirent, elle trouva Étienne qui l'attendait avec un sourire accueillant. Ponctuel. Excellent signe. Venez, je vais vous présenter à l'équipe. Les premiers jours furent des montagnes russes d'émotions. Julie se réveillait avant que le réveil ne sonne, se préparait avec un soin méticuleux, prenait le bus encore à l'aube, mais cette fois avec une destination complètement différente. Elle n'allait plus nettoyer des toilettes et des couloirs. Elle allait travailler dans un bureau, s'asseoir à sa propre table, utiliser un ordinateur, faire partie d'une équipe. La sensation était si surréelle qu'elle devait parfois se pincer pour être sûre qu'elle ne rêvait pas. L'équipe du secteur administratif était petite, mais accueillante. Il y avait Marion, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts teints en blond, toujours souriante et disposée à enseigner. C'est elle qui endossa le rôle de mentor pour Julie, expliquant chaque processus,
chaque système, chaque détail du fonctionnement de ce nouvel univers. Il y avait aussi Romain, un jeune homme d'environ 25 ans, diplômé en gestion, qui regarda initialement Julie avec une certaine méfiance, se demandant intérieurement comment quelqu'un sans formation universitaire avait pu obtenir ce poste. Les premiers jours, Julie commit des erreurs. Elle cliquait sur les mauvais boutons du système, mettait plus de temps qu'elle ne le devrait pour conclure des tâches simples, posait des questions qui semblaient évidentes pour les autres. Chaque erreur lui faisait ressentir une pointe d'insécurité, la peur constante de décevoir Étienne, de prouver qu'il s'était peut-être trompé en lui faisant confiance. Mais Marion était patiente, répétait les explications autant de fois que nécessaire, encourageait Julie à ne pas avoir peur de se tromper. « Tu t'en sors très bien », disait Marion avec sincérité. « Pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un bureau, tu apprends vite. Tu as juste besoin d'avoir plus confiance en toi. » Mais la confiance était difficile à construire. Julie portait des années d'humiliation, de traitement inférieur, d'entendre que sa place était seulement de nettoyer la saleté des autres. Changer sa propre image était plus difficile que d'apprendre à utiliser un ordinateur. Étienne apparaissait occasionnellement dans le secteur, gardant toujours une posture professionnelle, traitant Julie exactement comme il traitait les autres employés. Il n'y avait pas de favoritisme, pas de protection excessive. Il avait cru en elle et attendait maintenant qu'elle prouve sa valeur par elle-même. Julie appréciait cette attitude. Elle ne voulait pas être vue comme la protégée du patron. Elle voulait être reconnue pour son propre mérite. Un mois passa. Julie ne commettait plus les erreurs basiques du début. Elle maîtrisait les systèmes, exécutait ses tâches avec une efficacité croissante, commençait à se sentir partie intégrante de cette réalité qui semblait autrefois si lointaine. Le salaire du premier mois arriva sur le compte bancaire qu'elle avait ouvert spécialement pour cela, et quand elle vit le montant déposé, Julie s'assit sur son lit et pleura. Ce n'était pas beaucoup d'argent selon les standards d'autres personnes, mais pour elle, cela représentait la dignité, la stabilité, la possibilité de planifier l'avenir. Avec ce premier salaire, elle paya les factures en retard, acheta de la vraie nourriture pour remplir le frigo presque toujours vide, emmena Léa manger dans un petit restaurant simple, où la petite commanda un plat de pâtes et mangea avec un sourire jusqu'aux oreilles. Elle acheta des cahiers neufs, des crayons de couleur, un sac à dos que sa fille désirait tant. Chaque achat était un acte de rédemption, une preuve que le sacrifice en valait la peine, que le choix d'aider Madame Geneviève avait ouvert une porte qu'elle n'avait jamais imaginée. Dans l'entreprise, elle commença à noter quelque chose qui passait inaperçu auparavant. Étienne était respecté de tous, mais il y avait une certaine tension autour de lui. Elle découvrit à travers des conversations informelles avec Marion qu'il subissait la pression de la direction. L'entreprise traversait un moment de restructuration. Il y avait des objectifs agressifs à remplir, des réductions de personnel envisagées, une atmosphère d'incertitude planant sur tout le monde. Un jour, à la fin de la journée, Julie organisait son bureau quand elle s'aperçut qu'Étienne était encore dans son bureau, la porte ouverte, regardant son écran d'ordinateur avec une expression fatiguée et inquiète. Tout le monde était déjà parti. Elle hésita, pensa à partir sans le déranger, mais quelque chose la fit marcher jusqu'à sa porte. Elle frappa doucement sur le chambranle. « Je peux entrer ?» Étienne leva les yeux, parut surpris de la voir encore. « Là. »« Bien sûr, Julie, entrez. Il s'est passé quelque chose. » Elle entra, resta debout devant son bureau un peu gênée. « Non, tout va bien. Je voulais juste savoir si vous alliez bien. J'ai remarqué que vous aviez l'air plus fatigué ces derniers temps. » Étienne sourit, mais c'était un sourire las, sans son éclat habituel. « Vous remarquez beaucoup de choses, n'est-ce pas? Asseyez-vous, je vous en prie. » Julie s'assit sur l'une des chaises devant le bureau, attendant qu'il parle. « Je traverse un moment compliqué ici dans l'entreprise, » commença Étienne, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de fatigue. « La direction met la pression pour des résultats, veut couper les coûts, remet en question certaines de mes décisions, et l'une des décisions les plus contestées a été justement votre embauche. » Julie sentit son estomac se nouer. « Mon embauche? » ?»« Oui. Certains directeurs pensent que je vous ai embauché pour des raisons personnelles, pas professionnelles. Ils disent que c'était une impulsion émotionnelle, pas une stratégie commerciale. Ils me demandent de prouver que c'était une bonne décision. » Le silence qui suivit fut pesant.
Julie sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, c'était sur la crédibilité d'Étienne, sur la confiance qu'il avait placée en elle. « Je vais le prouver », dit-elle d'une voix ferme, se surprenant elle-même par sa détermination. « Je vais travailler plus que n'importe qui. Je vais apprendre tout ce qui est nécessaire. Je vais montrer que vous n'avez pas eu tort de m'embaucher. Je ne laisserai personne m'utiliser pour vous nuire. » Étienne la regarda avec une expression mêlant gratitude et admiration. « Je sais que vous le ferez, Julie. Je n'en ai jamais douté. Mais je ne veux pas que vous ressentiez trop de pression. Vous faites déjà un excellent travail. Ce n'est pas de la pression, c'est un engagement. Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Maintenant, c'est à mon tour de vous rendre l'appareil. » Dans les jours qui suivirent, Julie intensifia son rythme de travail. Elle arrivait plus tôt, partait plus tard, se portait volontaire pour des tâches supplémentaires, étudiait chez elle en utilisant des vidéos sur Internet pour en apprendre plus sur l'administration et les processus d'entreprise. Marion remarqua le changement et tenta de lui conseiller de ne pas se surmener. Mais Julie était déterminée. Ce n'était pas seulement pour garder son emploi, c'était pour honorer la confiance de quelqu'un qui avait risqué sa propre réputation pour elle. C'est durant cette période qu'elle fit la connaissance de Valérie, la directrice commerciale de l'entreprise. Valérie était une femme de 38 ans, grande, toujours impeccablement vêtue de vêtements de marque, les cheveux lisses et parfaitement coiffés, un maquillage sans défaut. Elle avait une attitude de supériorité qui dérangeait beaucoup d'employés, mais elle était indéniablement compétente dans son travail. Elle était arrivée dans l'entreprise quelques mois avant Julie et avait rapidement gagné la confiance d'une partie de la direction avec des résultats de ventes impressionnants. Valérie et Étienne entretenaient une relation professionnelle tendue. Elle remettait en question beaucoup de ses décisions, principalement celles liées aux ressources humaines, arguant que l'entreprise avait besoin de plus d'agressivité commerciale et de moins de préoccupations humanitaires. Quand elle apprit l'embauche de Julie et les circonstances derrière celle-ci, Valérie ne cacha pas sa désapprobation. Un jour, Julie était à la cafétéria en train de préparer un café quand Valérie entra. L'ambiance devint instantanément glaciale. La directrice regarda Julie de haut en bas, avec une expression mêlant mépris et curiosité. « Vous êtes la fameuse Julie, n'est-ce pas? Celle qu'Étienne a embauchée parce qu'elle a aidé sa mère dans la rue ?» Julie prit une grande inspiration, resta calme. « Je suis Julie, oui, auxiliaire administrative. » Valérie sourit, mais c'était un sourire froid, calculé. « Intéressant. Je n'ai jamais vu une entreprise embaucher quelqu'un pour son bon cœur. Normalement, on embauche pour la compétence, la formation, l'expérience. Mais chacun sa méthode, n'est-ce pas? » La phrase était une attaque déguisée en observation décontractée. Julie sentit la colère monter, mais elle se contrôla. Elle n'allait pas donner à Valérie la satisfaction de la voir perdre contenance. « Je suis ici pour prouver ma compétence chaque jour, » répondit-elle d'une voix ferme. « Et jusqu'à présent, je pense que j'y arrive. » Valérie prit sa tasse de café, but une gorgée, continuant de regarder Julie avec cette expression supérieure. « Nous verrons pour combien de temps. Les choses changent par ici. L'entreprise a besoin de résultats, pas de projets sociaux. » Elle sortit de la cafétéria laissant Julie seule, les mains tremblant légèrement de rage contenue. Cette rencontre montrait clairement qu'il y avait des forces travaillant contre elle, des gens qui aimeraient la voir échouer pour prouver un point. Cette nuit-là, Julie parla avec Marion de ce qui s'était passé. Sa collègue soupira, choisissant ses mots avec soin. « Valérie est compliquée. Elle est très compétente, personne ne peut le nier, mais elle est aussi extrêmement ambitieuse et ne se soucie pas de piétiner les autres pour monter. J'ai entendu dire qu'elle a intérêt à assumer un poste plus élevé, peut-être même le poste d'Étienne. C'est pour cela qu'elle essaye de miner sa crédibilité. » Julie sentit un serrement dans sa poitrine. « Et je suis un moyen de faire cela? »« Tu es devenu un symbole, » expliqua Marion. « Si elle réussit à prouver qu'Étienne a pris une mauvaise décision en t'embauchant, elle affaiblit sa position devant la direction. C'est de la politique d'entreprise, Julie. Ce n'est pas personnel contre toi, mais malheureusement, tu es au milieu de cette dispute. » Julie sortit de cette conversation avec une compréhension plus claire de la situation. Ce n'était pas seulement prouver qu'elle méritait d'être là, c'était survivre sur un champ de bataille corporatif où les gens jouaient avec la vie des autres
comme s'il s'agissait de pièces d'échecs. Dans les semaines suivantes, la tension dans l'entreprise augmenta. Des rumeurs de licenciements circulaient dans les couloirs. Valérie présenta à la direction un projet agressif de réduction des coûts qui incluait des réductions de personnel dans plusieurs secteurs. Étienne tentait de défendre son équipe, arguant que licencier des gens en période de crise ne ferait qu'empirer le climat organisationnel et la productivité à long terme, mais sa voix était de plus en plus isolée. Julie percevait Étienne de plus en plus fatigué, plus tendu. Un après-midi, elle le fit sortir d'une réunion de direction avec une expression de défaite qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il passa tout droit dans le couloir sans saluer personne, entra dans son bureau et ferma la porte. Quelques minutes plus tard, Marion reçut un message demandant à Julie de s'y rendre. Quand elle entra, elle trouva Étienne assis derrière son bureau, regardant par la fenêtre avec une expression distante. Il mit quelques secondes avant de se tourner vers elle. « Asseyez-vous, Julie. » Elle s'assit, sentant son cœur se serrer. Elle savait que ce n'était pas de bonnes nouvelles. Étienne respira profondément, semblant choisir ses mots soigneusement. La direction a pris une décision. Ils vont mettre en œuvre le plan de coupe de Valérie. Plusieurs employés seront licenciés dans les prochains jours, et votre nom est sur la liste. Julie sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Les mots ne venaient pas. Elle regardait simplement Étienne, tentant de traiter cette information dévastatrice. « Je me suis battue, Julie, je me suis battue de toutes mes forces pour vous garder. J'ai argumenté, montré des chiffres, montré votre évolution, votre performance. Mais ils disent que votre fonction peut être absorbée par d'autres employés, qu'elle n'est pas assez stratégique pour justifier son maintien en période de coupe. Et derrière toute cette argumentation technique, je sais que c'est de la politique. C'est Valérie qui veut m'affaiblir. » Julie ravala le nœud dans sa gorge, lutta contre les larmes qui voulaient assortir. « Combien de temps me reste-t-il » ? 2 semaines. Ils vous le communiqueront officiellement demain, mais j'ai voulu vous prévenir avant. Julie, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Vous ne méritez pas cela. Le silence qui suivit était pesant, chargé de frustration, d'injustice et d'impuissance. Julie réussit enfin à parler, sa voix tremblante mais contenue. « Merci de m'avoir prévenu, et merci d'avoir lutté pour moi. Je sais que vous avez fait ce que vous avez pu. » Elle se leva pour sortir, mais Étienne l'appela. « Julie, attendez, ce n'est pas la fin. Je vais trouver un moyen de vous aider. Je connais des gens dans d'autres entreprises. Je peux faire des recommandations, écrire des lettres. Vous ne retournerez pas là où vous étiez avant. Je vous le promets. » Elle fit simplement un signe de tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour dire quoi que ce soit d'autre. Elle sortit du bureau, retourna à sa table, tenta de continuer à travailler, mais ses mains tremblaient sur le clavier. Tout s'écroulait à nouveau. L'espoir qui avait grandi ces dernières semaines était écrasé par la réalité cruelle d'un monde où la politique et le pouvoir importaient plus que le mérite et l'effort. Cette nuit-là, Julie ne dit rien à Léa. Elle fit semblant que tout allait bien, prépara le dîner, aida la petite avec ses devoirs, la coucha. Ce n'est que lorsqu'elle fut sûre que sa fille dormait profondément qu'elle permit aux larmes de tomber. Enfin, elle pleura en silence, assise sur le sol froid, serrant ses genoux, sentant le poids de l'injustice, de l'impuissance, du désespoir. Elle avait goûté à une vie différente. Elle avait senti ce que c'était que de se réveiller avec un but, de travailler avec dignité, de recevoir un salaire juste, d'avoir de l'espoir en l'avenir. Et maintenant, tout cela lui était arraché de nouveau. Pas par incompétence, pas par erreur, mais par des jeux de pouvoir qu'elle comprenait à peine. Elle pensa à abandonner, pensa que peut-être sa place était réellement ailleurs, que les gens comme elle n'étaient pas faits pour ce monde corporatif plein de disputes et de stratégies. Mais alors elle regarda Léa dormir, si innocente, si dépendante d'elle, et elle sut qu'abandonner n'était pas une option. Cela ne l'avait jamais été. Le jour suivant, elle reçut la communication officielle de son licenciement. Elle fut appelée aux ressources humaines, entendit les explications techniques et froides sur la restructuration, la réduction des coûts, les décisions stratégiques. Elle signa les papiers nécessaires, reçut les informations sur ses droits et sortit de ce bureau avec la sensation de vivre un cauchemar répétitif.
Marion la serra dans ses bras quand elle la prit, les larmes aux yeux. « C'est tellement injuste, Julie. Tu ne méritais pas ça. Personne ici ne le méritait, mais surtout pas toi. » Romain, qui au début l'avait regardé avec méfiance, vint aussi vers son bureau. « J'ai beaucoup appris en vous voyant travailler. Vous êtes l'une des personnes les plus dévouées que j'ai jamais vues. Ils commettent une erreur énorme. » Les compliments faisaient plus mal que le silence, car ils confirmaient ce qu'elle savait déjà. Elle n'était pas licenciée pour incompétence, mais par des forces qu'elle ne pouvait contrôler. Dans les jours qui suivirent, elle continua de travailler jusqu'à son dernier jour, gardant le même dévouement que toujours. Elle n'allait pas partir de là en laissant place aux critiques, elle n'allait pas donner à Valérie la satisfaction de la voir s'effondrer. Si elle devait partir, elle partirait la tête haute. Étienne évitait de la croiser dans les couloirs, clairement tourmenté par la situation. Quand ils se rencontrèrent enfin le dernier jour, il l'appela dans son bureau pour une conversation privée. « Julie, je continue de chercher des opportunités pour vous. J'ai déjà parlé à quelques contacts, envoyé votre CV à des personnes de confiance. Je ne vous abandonnerai pas. » Elle le remercia, mais au fond, elle ressentait une fatigue profonde. Combien de fois devrait-elle recommencer? Combien de fois la vie la jetterait-elle vers le haut pour ensuite la faire tomber avec encore plus de force? En sortant de l'immeuble pour la dernière fois, portant un carton avec ses quelques effets personnels, Julie regarda en arrière une dernière fois. Là restait un morceau de son histoire, une période brève mais intense où elle avait cru que cela pourrait être différent. Maintenant, elle devait trouver la force d'aller de l'avant une fois de plus, sans savoir d'où ces forces viendraient. Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles que Julie ait affrontées depuis longtemps. Revenir à la réalité antérieure, après avoir goûté à quelque chose de mieux, c'était comme tomber d'une grande hauteur et sentir chaque os se briser à l'impact. La douleur n'était pas seulement financière, elle était émotionnelle, elle était existentielle. C'était la sensation amère que peu importaient ses efforts. Le monde trouverait toujours un moyen de la repousser vers l'endroit d'où elle tentait de sortir. Elle recommença à envoyer des CV, à se lever à l'aube pour faire des ménages, à la vacation, à accepter des travaux temporaires qui payaient moins de la moitié de ce qu'elle gagnait avant. L'argent qu'elle avait économisé de son salaire fondait rapidement avec les dépenses de base. Léa remarquait le changement d'humeur de sa mère, la tristesse que Julie tentait de cacher mais qui transparaissait dans ses yeux fatigués, dans ses longs silences, dans les nuits où elle restait éveillée à regarder le vide. Étienne tint sa parole. Il appelait régulièrement, envoyait des opportunités d'emploi, écrivait des lettres de recommandation, utilisait ses contacts pour tenter d'ouvrir des portes. Mais le marché était difficile. Les entreprises supprimaient des postes, au lieu d'en ouvrir de nouveaux. Et porter sur son CV une expérience aussi brève dans une seule entreprise n'impressionnait pas les recruteurs qui cherchèrent la stabilité et un historique prouvé. Julie se sentait dans un entre-deux. Elle n'était plus celle qu'elle était avant l'opportunité, mais elle n'arrivait pas non plus à s'établir dans le monde qu'elle avait expérimenté brièvement. C'était comme être coincée entre deux univers, n'appartenant complètement à aucun d'eux. C'est durant cette période sombre que quelque chose d'inattendu arriva. Un après-midi, Julie rentrait d'un autre entretien frustrant quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle répondit sans grand espoir, habituée aux appels de télémarketing ou aux propositions trompeuses. « Julie, c'est Marion, tu te souviens de moi ?» La voix amie apporta une vague de nostalgie. « Bien sûr que je me souviens, Marion. Comment vas-tu ? Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler maintenant, mais je dois te dire quelque chose d'urgent. Peux-tu me rencontrer ce soir ? C'est important. » Le ton mystérieux et urgent laissa Julie curieuse et légèrement appréhensive. Elles tombèrent d'accord pour se rencontrer sur une place publique, proche de chez Julie, un endroit neutre et sûr. Quand elle arriva au lieu de rendez-vous, elle trouva Marion assise sur un banc, regardant autour d'elle avec une expression inquiète. « Merci d'être venue, » dit Marion dès que Julie s'approcha. « Assieds-toi, je dois te raconter ce que j'ai découvert dans l'entreprise. » Julie s'assit, sentant son cœur s'accélérer. Que s'est-il passé? Marion respira profondément, choisissant ses mots avec soin. Après ton départ, les choses sont devenues très tendues là-bas. Valérie a pris encore plus de pouvoir, elle commande pratiquement l'entreprise et Étienne est de plus en plus isolé.
Mais ce n'est pas tout, j'ai découvert quelque chose sur ton licenciement que tu dois savoir. Continue, demanda Julie, sentant un froid dans son ventre. Ton licenciement n'était pas seulement politique. Il y a eu autre chose. Valérie a manipulé certains rapports, déformé des chiffres, créé un faux récit sur tes performances pour justifier que tu étais dispensable. Elle a menti à la direction, Julie. Elle a fait croire que tu commettais des erreurs graves, retardait les processus alors qu'en réalité tu étais l'une des plus efficaces de l'équipe. La colère monta comme une vague chaude. Julie serra les mains tentant de contrôler son émotion. Pourquoi ferait-elle cela? Parce que tu étais l'arme parfaite pour détruire la crédibilité d'Étienne. Si elle réussissait à prouver que son embauche était un désastre, que tu étais incompétente, elle renforçait le récit selon lequel Étienne est mu par ses émotions et non par la stratégie. Et ça a marché. Après ton licenciement, la direction a remis en question plusieurs autres de ses décisions. Maintenant, ils envisagent de le destituer et de mettre Valérie à sa place. Julie sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Étienne allait perdre son emploi à cause d'elle, pour avoir cru en elle. Il y a plus, continua Marion, sa voix basse et tendue. J'ai réussi à avoir des copies des rapports originaux, les vrais, avant que Valérie ne les modifie. J'ai des preuves de ce qu'elle a fait, mais je ne sais pas quoi en faire. Si je dénonce, je risque d'être licenciée aussi. Valérie a beaucoup de pouvoir maintenant, mais je ne peux pas rester silencieuse devant une telle injustice. Julie resta silencieuse un long moment, traitant tout cela. Une partie d'elle voulait prendre ses preuves et les jeter à la figure de Valérie, exposer sa farce, laver son nom. Mais une autre partie, plus prudente, savait que s'en prendre à des gens puissants pouvait avoir des conséquences dangereuses. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» demanda Julie. Marion la regarda droit dans les yeux. « Je pense que tu devrais porter cela à Étienne. Il mérite de savoir la vérité. Et avec ses preuves, il pourra peut-être renverser la situation tant la sienne que la tienne. Mais et toi? Si on découvre que c'est toi qui as fait fuiter les documents? J'accepte le risque, dit Marion avec détermination. Je ne suis pas entrée dans cette entreprise pour être complice d'injustice. Si je perds mon emploi pour avoir fait ce qui est juste, soit. Au moins, je pourrai dormir la nuit. Cette nuit-là, Julie rentra chez elle avec une enveloppe contenant les copies des documents que Marion avait obtenus. Elle passa des heures à examiner chaque page, chaque chiffre modifié, chaque distorsion délibérée de la vérité. La colère fit place à une détermination froide. Elle n'allait pas laisser passer cela. Pas pour elle, mais pour Étienne, qui avait tant risqué pour croire en quelqu'un. Le jour suivant, elle appela Étienne et lui demanda de le rencontrer. Il suggéra un café discret, loin de l'entreprise. Quand ils se rencontrèrent, Julie remarqua à quel point il était différent. Plus maigre, avec des cernes profonds, une posture courbée qu'il n'avait pas auparavant. La situation lui coûtait clairement. « Julie, quel plaisir de vous voir. Comment allez-vous? »« Je survis. Mais je ne suis pas venue ici pour parler de moi. Je suis venue parler de vous. » Elle posa l'enveloppe sur la table. Étienne la regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des preuves que vous aviez raison à mon sujet, que mon licenciement était un coup monté. Ouvrez. » Étienne ouvrit l'enveloppe, commença à examiner les documents. À mesure qu'il lisait, son expression passait de la confusion au choc, puis à une colère contenue. Quand il eut fini, il resta silencieux un long moment, les mains tremblant légèrement en tenant les papiers. « Elle a falsifié des rapports, dit-il, sa voix contrôlée mais tendue. Valérie a falsifié des documents officiels de l'entreprise pour vous licencier. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est potentiellement un crime. » « Et ce n'était pas seulement pour me nuire, » ajouta Julie, « c'était pour vous affaiblir, pour prendre votre place. » Étienne passa sa main sur son visage, respira profondément. « Où avez-vous obtenu cela ?»« Une source fiable, quelqu'un qui croit encore que la justice importe plus que la politique corporative. » Il regarda Julie avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Vous comprenez ce que cela signifie? Si j'utilise ces preuves, cela va devenir une guerre ouverte. Valérie n'acceptera pas cela pacifiquement. Elle va nier, contre-attaquer, tenter de détruire quiconque sera de mon côté. Je sais, mais allez-vous rester silencieux? Allez-vous la laisser gagner en utilisant des mensonges? » Étienne resta silencieux, menant clairement une bataille interne. Finalement,
Il regarda Julie avec détermination dans les yeux. « Non, je ne le ferai pas. Je suis resté silencieux trop longtemps à essayer de jouer selon les règles pendant que d'autres jouent sale. Je vais utiliser cela, je vais aller à la direction, je vais exposer ce qu'elle a fait et je vais me battre pour ce qui est juste. » Dans les jours suivants, Étienne prépara soigneusement sa stratégie. Il consulta des avocats, organisa les preuves, réunit d'autres documents montrant des schémas de comportement manipulateur de Valérie. Il convoqua une réunion extraordinaire avec la direction, alléguant avoir des informations cruciales sur des irrégularités dans l'entreprise. Julie suivait tout à distance, à travers les appels et les messages d'Étienne. Elle se sentait comme un pion sur un échiquier, attendant de voir quel serait le prochain mouvement. Le jour de la réunion arriva. Étienne entra dans la salle de direction portant une pochette avec toutes les preuves. Valérie était là aussi, convoquée sans savoir exactement de quoi il retournait. Quand Étienne commença à présenter les documents, expliquant méthodiquement chaque altération frauduleuse, chaque manipulation délibérée, l'ambiance dans la salle changea radicalement. Valérie tenta de se défendre, alléguant qu'il s'agissait d'interprétations déformées, que les chiffres avaient été ajustés suivant des orientations supérieures, qu'Étienne était désespéré et inventait des accusations car il perdait le pouvoir. Mais les preuves étaient trop claires, trop détaillées. Il y avait des comparaisons côte à côte des documents originaux et modifiés, des signatures numériques, des registres de modification qui ne pouvaient être niés. La direction, qui jusqu'alors penchait du côté de Valérie, commença à poser des questions plus dures. Pourquoi ces ajustements dans les rapports? Qui avait autorisé les modifications? Pourquoi n'y avait-il pas de registre officiel de ces changements? Valérie transpirait, bégayait. Ses réponses devenaient de moins en moins convaincantes. À la fin de la réunion, la direction décida d'ouvrir une enquête interne complète. Valérie fut écartée temporairement pendant que les faits étaient vérifiés. Étienne sortit de cette salle épuisé mais soulagé. Il avait fait le premier pas. Maintenant, il devait attendre. La nouvelle se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Les employés commentaient dans les couloirs, spéculaient sur ce qui s'était passé, se divisaient entre ceux qui soutenaient Étienne et ceux qui défendaient encore Valérie. Marion resta discrète, évitant toute association avec la fuite des documents. 2 semaines plus tard, l'enquête conclut qu'il y avait effectivement des irrégularités graves. Valérie n'avait pas seulement falsifié des documents sur Julie, mais elle avait fait de même avec d'autres employés dont elle voulait justifier le licenciement. Il y avait un schéma clair de manipulation d'informations pour son propre bénéfice. La décision de la direction fut unanime. Licenciement pour faute grave, procédures administratives, possible action judiciaire. Valérie quitta l'entreprise un vendredi après-midi, escortée par des agents de sécurité, portant un carton avec ses affaires, le visage dur, mais les yeux révélant une fureur contenue. Quand elle passa devant Étienne dans le couloir, elle lui lança un regard qui promettait que cela ne se terminerait pas là. Mais à cet instant, elle n'avait plus de pouvoir. Elle était vaincue. Étienne appela Julie dès que Valérie quitta l'immeuble. C'est fini. Elle a été licenciée. La vérité a éclaté. Julie ressentit un soulagement profond, mais aussi une sensation étrange de victoire vide. Justice avait été faite, mais cela ne changeait pas sa situation actuelle. Elle restait sans emploi, luttant toujours pour survivre. Comme s'il lisait dans ses pensées, Étienne continua. « Julie, la direction veut vous parler. Ils veulent vous offrir de reprendre votre poste, avec des excuses formelles pour ce qui s'est passé. Et il y a plus. Ils veulent vous promouvoir avec un meilleur salaire, reconnaissant que vous avez été victime d'une injustice. » Les mots mirent quelques secondes à prendre sens, puis quand elle eut enfin traité ce qu'Étienne disait, Julie sentit les larmes commencer à couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de validation, d'une justice qui se concrétisait enfin après tant de luttes. « C'est sérieux ?» réussit-elle à demander d'une voix étranglée. « Tout à fait sérieux. Et plus que cela, Julie, la direction a compris que j'avais raison depuis le début, que les personnes comme vous, avec du caractère et du dévouement, valent plus que n'importe quel CV impressionnant. Ils veulent changer la politique d'embauche de l'entreprise, valoriser davantage ces qualités humaines que vous représentez. Vous n'imaginez pas l'impact que votre histoire a causé. » Julie ne pouvait pas parler. Elle pleurait simplement, tenant son téléphone, sentant un poids immense se retirer de ses épaules. « Quand pouvez-vous commencer »
demanda Étienne, sa voix chargée d'émotion également. Demain s'il le faut, répondit Julie en riant au milieu de ses larmes. Lundi, c'est bien, je vous attendrai. Et Julie, merci. Merci de n'avoir pas abandonné. Merci de vous être battue. Vous avez sauvé non seulement votre emploi, mais aussi le mien. Cette nuit-là, Julie raconta tout à Léa. La petite, qui ne comprenait pas toutes les complexités de la situation, comprit l'essentiel. Sa maman était de nouveau heureuse. Cela suffisait. Assise sur le sol de l'appartement, mangeant un dîner simple mais préparé dans la joie, la mère et la fille discutèrent de l'avenir. Julie promit que les choses allaient vraiment s'améliorer maintenant, qu'elles allaient déménager dans une meilleure maison, que Léa pourrait avoir les livres qu'elle désirait tant, qu'elles allaient construire une vie différente, pas à pas, avec patience et effort, mais cette fois sur une base plus solide. La petite serra sa mère avec force. « Je savais que tu allais y arriver, maman. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Julie embrassa le sommet de la tête de sa fille, sentant le parfum doux de ses boucles. « Et tu es ma force, ma fille. Tout ce que je fais, c'est pour toi. » Pendant le week-end, avant de recommencer le lundi, Julie reçut une visite inattendue. Madame Geneviève apparut à la porte de l'appartement, accompagnée d'Étienne. La vieille dame tenait dans ses mains un paquet soigneusement préparé. « Ma fille, j'ai tout appris de ce qui s'est passé. J'ai su que tu as perdu ton travail à cause de mon fils, que tu as traversé des moments difficiles, mais qu'à la fin, la justice a prévalu. Je suis venu ici te remercier personnellement pour tout, pour m'avoir aidé ce jour-là quand j'étais une inconnue, pour avoir été honnête et travailleuse, pour t'être battue pour la vérité. » Madame Geneviève tendit le paquet. « Ouvre-le, je t'en prie. » Julie l'ouvrit avec soin. À l'intérieur se trouvait un vieux chapelet, au grain usé par le temps, et une vieille photo de Madame Geneviève jeune, travaillant sur une machine à coudre, avec une expression déterminée sur le visage. Ce chapelet appartenait à ma grand-mère, expliqua Madame Geneviève. Il m'a accompagnée dans tous les moments difficiles de ma vie, et cette photo, c'est moi à ton âge, luttant seul pour élever mes enfants. Quand je te regarde, je me vois. Je veux que tu gardes ces objets, pour te souvenir que les femmes comme nous ont toujours trouvé la force d'aller de l'avant, même quand le monde essayait de nous abattre. » Julie embrassa la vieille dame, sentant la fragilité de ce corps qu'elle avait un jour aidé, mais sentant aussi la force immense qui émanait de cette femme qui avait survécu à tant de batailles. « Merci, Madame Geneviève, je les garderai avec tout mon amour. » Quand il fut reparti, Julie resta seule en tenant le chapelet et la photo. Elle regarda l'image de la jeune couturière, y vit la même détermination qu'elle ressentait en elle-même. C'étaient des femmes séparées par des décennies, mais unies par la même lutte, par le même refus d'accepter que la vie ne leur réservait rien de mieux. Elle plaça la photo dans un petit coin spécial de l'appartement où elle pourrait la voir tous les jours. C'était là son inspiration, son rappel, qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. Des générations de femmes fortes étaient venues avant elle, et d'autres viendraient après. Toutes luttant, toutes résistant, toutes prouvant qu'elles étaient plus que ce que le monde tentait de leur faire croire. Le lundi arriva, radieux. Julie se réveilla avec le soleil entrant par la fenêtre mal isolée, mais cette fois la chaleur ne la dérangeait pas. C'était un nouveau commencement. Un recommencement, en fait, mais avec une base plus solide, avec des leçons apprises, avec des cicatrices qui s'étaient transformées en armure. Elle s'habilla avec soin, se regarda dans le miroir brisé, et cette fois elle réussit à voir au-delà des imperfections. Elle vit une femme forte, une survivante, une battante, quelqu'un qui méritait d'être là où elle était, non par faveur ou par chance, mais par son propre mérite, conquis à chaque choix difficile, chaque moment de résistance, chaque fois qu'elle aurait pu abandonner mais avait choisi de continuer. Elle arriva à l'entreprise et fut reçue sous les applaudissements de l'équipe. Marion la serra dans ses bras en pleurant. Romain lui serra la main avec un respect authentique. Étienne l'attendait avec un sourire qu'elle n'avait pas vu chez lui depuis des mois. « Bienvenue chez vous, Julie. Votre place a toujours été ici. » Et pour la première fois, Julie crut complètement à ces mots. Sa place était là, pas par la bonté d'autrui, mais par un droit conquis. Les mois qui suivirent furent ceux d'une transformation profonde. Julie ne retourna pas seulement à l'entreprise, elle s'y épanouit d'une manière qu'elle-même n'imaginait pas possible,
Sa promotion s'accompagna de nouvelles responsabilités, de formations intensives et de l'opportunité de prouver, jour après jour, que la confiance placée en elle n'était pas vaine. Étienne récupéra complètement sa position dans l'entreprise. La direction reconnut publiquement que sa philosophie de valoriser les gens pour leur caractère et non seulement pour leur diplôme était correcte. L'histoire de Julie devint un cas d'étude interne sur la façon d'identifier les vrais talents et sur l'importance de défendre ses principes, même sous pression. La relation entre Julie et Étienne évolua naturellement de la gratitude mutuelle vers une amitié sincère. Ils discutaient fréquemment, non seulement de travail, mais de la vie, des défis, des rêves. Il devint une sorte de mentor, la guidant dans les méandres du monde corporatif, tandis qu'elle lui rappelait constamment de garder l'humanité au premier plan, même au milieu des pressions du business. Madame Geneviève rendait régulièrement visite à Julie, apportant des gâteaux faits maison, partageant des histoires de sa jeunesse, créant un lien qui transcendait la gratitude initiale. Pour la vieille dame, Julie était comme une fille de cœur. Pour Julie, Madame Geneviève représentait la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, une figure de sagesse et d'affection qui manquait à sa vie. Léa prospérait en voyant la transformation de sa mère. Julie réussit à l'inscrire dans une meilleure école, à lui acheter le matériel dont la petite avait besoin et même à lui payer quelques cours de soutien. Plus important que les améliorations matérielles, c'était l'éclat revenu dans les yeux de sa mère, la légèreté de son sourire, l'espoir renouvelé qui contaminait toute la maison. Elles réussirent à quitter l'appartement délabré pour une maison petite mais digne, dans un quartier plus sûr. Ce n'était pas un palais, mais elle avait des murs solides, un toit qui ne fuyait pas, des fenêtres avec des vitres entières. Léa eut sa propre chambre, ce dont elle avait toujours rêvé. Julie pleura le jour du déménagement, non de tristesse mais d'accomplissement. Chaque pièce de cette maison représentait une bataille gagnée, un obstacle surmonté, une preuve que l'abandon n'avait jamais été une option. Au travail, Julie assuma graduellement plus de responsabilités. Son dévouement naturel, combiné à la formation qu'elle recevait, fit d'elle une professionnelle de plus en plus complète. Marion continuait d'être sa mentor et son amie, célébrant chaque conquête comme si c'était la sienne. Romain, qui au début l'avait regardée avec méfiance, devint un allié, reconnaissant qu'il avait beaucoup à apprendre de l'éthique de travail de Julie. L'entreprise commença à changer sa culture d'embauche, inspirée par l'histoire de Julie. Ils créèrent des programmes de formation pour des personnes ayant du potentiel, mais sans formation traditionnelle, offrant des opportunités qu'ils n'auraient même pas envisagées auparavant. Julie fut invitée à participer au processus de sélection, aidant à identifier des candidats qui, comme elle, avaient seulement besoin d'une chance pour prouver leur valeur. Un jour, presque un an après être revenu dans l'entreprise, Étienne appela Julie dans son bureau. Son expression était sérieuse, mais il y avait un éclat dans ses yeux qui indiquait de bonnes nouvelles. « Julie, assieds-toi, j'ai une proposition à te faire. » Elle s'assit, curieuse et légèrement appréhensive. Elle avait appris que les changements pouvaient être autant des bénédictions que des malédictions. La direction a approuvé la création d'un nouveau secteur dans l'entreprise, axé sur la responsabilité sociale et le développement des talents. C'est un domaine stratégique qui travaillera tant en interne qu'avec la communauté. Nous voulons quelqu'un qui comprenne en pratique ce que signifie surmonter des barrières, quelqu'un qui puisse servir de pont entre différentes réalités. Nous te voulons comme coordinatrice de ce secteur. Julie resta sans voix quelques secondes. Coordinatrice ? Diriger un secteur entier? Cela semblait impossible, trop grand pour quelqu'un comme elle. Je ne sais pas si je suis prête pour cela, confessa-t-elle, l'ancienne insécurité tentant de ressurgir. Étienne se pencha en avant, la regardant droit dans les yeux, avec cette intensité que Julie connaissait bien. Tu étais prête quand tu as choisi d'aider ma mère, même en sachant le prix que tu paierais. Tu étais prête quand tu as affronté les injustices et que tu n'as pas abandonné. Tu étais prête quand tu es revenue ici et que tu as prouvé ta valeur chaque jour. La technique, ça s'enseigne, Julie. Le vrai leadership vient de l'intérieur et tu l'as naturellement. Ces mots la touchèrent profondément. Julie respira. Profondément sentit la responsabilité, mais sentit aussi quelque chose de nouveau grandir en elle. La confiance. Non l'arrogance de celle qui se croit meilleure que les autres, mais la conscience tranquille de celle qui sait ce qu'elle a vécu,
ce qu'elle a appris, ce qu'elle peut offrir. « J'accepte, » dit-elle avec fermeté, « et je ferai de ce secteur quelque chose qui fasse réellement une différence dans la vie des gens. » Dans les mois qui suivirent, Julie travailla inlassablement à la structuration du nouveau secteur. Elle créa des programmes de formation pour les jeunes des quartiers défavorisés, établit des partenariats avec les écoles publiques, développa des projets qui offraient des opportunités réelles de croissance à des personnes qui n'y avaient jamais eu accès. Chaque initiative était pensée avec soin, basée sur sa propre expérience, sur ses propres douleurs, sur tout ce qu'elle avait appris, sur ce qui fonctionne réellement pour ceux qui ont besoin d'opportunités. Le secteur commença à générer des résultats impressionnants. Des histoires de transformation commencèrent à surgir. Des gens qui entraient sans espoir et sortaient avec un but, des jeunes qui n'avaient jamais imaginé travailler dans une entreprise formelle et qui construisaient maintenant des carrières solides. Julie voyait un peu d'elle-même en chacun d'eux, et cela la motivait à travailler encore plus. L'histoire de Julie commença à se répandre au-delà de l'entreprise. Les journaux locaux publièrent des articles sur le projet de responsabilité sociale, soulignant le parcours de la coordinatrice qui avait été femme de ménage et dirigeait maintenant des initiatives qui changeaient des vies. Julie était invitée à donner des conférences, à partager son expérience, à inspirer d'autres personnes qui affrontaient des batailles similaires. Au début, elle se sentait mal à l'aise avec cette exposition. Elle ne cherchait ni les projecteurs, ni la reconnaissance. Mais Étienne la convainquit que son histoire avait du pouvoir, qu'elle pouvait être l'étincelle d'espoir dont d'autres personnes avaient besoin pour ne pas abandonner leurs propres rêves. Lors de l'une de ces conférences, réalisée dans une école publique de la banlieue parisienne, Julie regarda le public de jeunes, beaucoup ayant la même expression de fatigue et de désespoir qu'elle avait portée si longtemps. Elle parla sans texte appris, seulement avec son cœur, racontant son voyage avec une honnêteté brutale, sans romantiser les difficultés, mais montrant aussi que les surmonter était possible. Je ne suis pas ici pour vous dire que c'était facile, parce que ça ne l'a pas été. Je ne vais pas vous mentir en disant qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, car je sais que le monde ne fonctionne pas ainsi. Mais je suis ici pour vous dire que ça vaut la peine de se battre, que ça vaut la peine d'être honnête même quand la malhonnêteté semble plus avantageuse, que ça vaut la peine d'aider même quand cela coûte cher, parce qu'au final, ce que nous sommes est défini par les choix que nous faisons dans les moments les plus difficiles. À la fin de la conférence, une jeune fille d'environ 15 ans s'approcha timidement. Elle avait les yeux pleins de larmes, mais il y avait aussi autre chose, de l'espoir. « Ma mère est femme de ménage », dit la jeune fille d'une voix tremblante. Elle se lève tous les jours à 4 heures du matin, revient à la maison détruite, et j'ai toujours pensé que ce serait mon destin aussi. Mais vous m'avez montré que cela peut être différent. Merci. Julie embrassa cette jeune fille inconnue, sentant le poids de la responsabilité, mais aussi la beauté de pouvoir faire une différence. Là se trouvait la raison de tout. Là se trouvait le but qu'elle avait découvert tout au long de ce voyage tortueux. Les années passèrent. Léa grandit, devint une adolescente brillante, studieuse, pleine de rêves propres. Julie s'assura que sa fille ait les opportunités qu'elle n'avait jamais eues, mais elle lui apprit aussi les leçons les plus importantes. Le travail acharné, l'honnêteté, l'empathie, le refus de piétiner les autres pour monter. Étienne et Julie maintinrent leur amitié profonde au fil des ans. Il devint une présence constante dans sa vie, et celle de Léa, un oncle de cœur présent aux anniversaires, aux remises de diplômes, aux célébrations. Madame Geneviève accompagna la croissance de Léa comme s'il s'agissait de sa propre petite fille, racontant des histoires, enseignant des recettes, transmettant la sagesse accumulée en 8 décennies de vie. L'entreprise prospéra sous la nouvelle philosophie que Julie avait aidé à inspirer. Ils devinrent une référence en responsabilité sociale, attirant non seulement des clients qui valorisaient ces principes, mais aussi les meilleurs talents qui voulaient travailler dans un endroit qui se souciait réellement des gens. Un après-midi de printemps, 5 ans après ce jour fatidique où Julie avait aidé une vieille dame inconnue, sur l'avenue, elle était assise dans son bureau en regardant par la fenêtre. Paris s'étendre jusqu'à l'horizon. Son bureau, son secteur, son équipe, tout cela conquis non par chance, non par faveur, mais par mérite.
Elle repensa à tout ce voyage. Au moment de désespoir quand il semblait qu'elle ne sortirait jamais de son petit appartement, au choix d'aider Madame Geneviève même en sachant le prix à payer, à la douleur du premier licenciement, à la lutte pour la justice, au recommencement, aux victoires petites et grandes qui suivirent. Étienne entra dans le bureau sans frapper, comme il le faisait fréquemment. Il portait un sourire sur son visage. « Devine qui vient d'appeler, la mairie. Ils veulent étendre notre programme de formation à 10 autres écoles publiques. Ton projet devient une politique publique, Julie. » Elle sourit, ressentant une satisfaction profonde. Ce n'était pas à propos d'elle. Cela ne l'avait jamais été. C'était sur le nombre d'autres Julie qui existaient là-bas, attendant seulement une opportunité, une chance, quelqu'un qui croit en elle. « Faisons en sorte que cela arrive alors, » répondit-elle. « Chaque personne que nous réussissons à aider est une vie transformée. Et les vies transformées changent le monde, une par une. » Étienne s'assit sur la chaise devant son bureau, resta à regarder Julie avec une expression mêlant fierté et réflexion. « Tu sais que tu as changé ma vie aussi, n'est-ce pas ?» dit-il soudainement. « Avant de te connaître, j'étais en train de perdre foi en l'humanité. Je devenais cynique, croyant que dans le monde des affaires, il n'y avait pas de place pour la bonté, que les émotions étaient une faiblesse. Tu m'as montré que j'avais tort, que les meilleures décisions de ma vie ont été justement celles guidées par le cœur, pas seulement par la tête. » Julie sentit ses yeux se mouiller, mais c'étaient des larmes de joie. « Nous nous sommes changés mutuellement, Étienne. Tu m'as donné l'opportunité que personne d'autre n'aurait donnée. Je t'ai montré que cela valait la peine de risquer. Au final, je crois que nous nous sommes sauvés mutuellement. » Il fit un signe de tête, acquiesçant en silence. Puis il se leva, lui serra la main de façon respectueuse mais chaleureuse. « J'ai une autre réunion maintenant, mais on se voit à la célébration de demain. 5 ans du programme. C'est notre réussite, Julie. » Quand il sortit, Julie resta encore quelques minutes à regarder par la fenêtre. Elle pensa à quel point la vie était étrange, comment un seul choix pouvait tout changer, comment des chemins qui semblèrent mener à l'abîme conduisaient parfois aux endroits les plus inattendus. Elle prit son téléphone, appela Léa qui était au lycée. « Allô, ma fille. Je voulais juste te dire que je t'aime et que je suis fière de toi. On se voit ce soir. » Ensuite, elle regarda la photo de Madame Geneviève, jeune qui occupait maintenant une place spéciale sur son bureau de travail. Cette couturière déterminée regardait en retour à travers le temps. 2 femmes séparées par des décennies, mais unies par la même force, par le même refus d'accepter moins que ce qu'elles méritaient, par la même croyance que le monde pouvait être meilleur. Julie sourit à la photo, murmura tout bas « Nous avons réussi. Nous, les femmes guerrières, nous réussissons toujours. » Et à cet instant, assise dans son bureau avec vue sur la ville qu'il avait un jour ignorée, mais qui maintenant la reconnaissait, Julie sut avec une certitude absolue que chaque larme, chaque douleur, chaque bataille en avait valu la peine. Parce qu'au final, la bonté n'avait pas été punie. Elle avait été récompensée de façon qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Et c'était là la plus belle vérité de toutes. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Julie, Étienne et Madame Geneviève a touché profondément votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de lutte, de dépassement et de justice, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce le choix difficile de Julie sur l'avenue, la lutte contre les injustices ou la victoire finale? Chaque jour, nous apportons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent que la bonté vaut encore la peine, même dans un monde qui semble parfois ne récompenser que la froideur. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une nouvelle histoire qui va bousculer vos émotions et vous faire réfléchir sur la vie.